Ça va être le panneau de projet, d'accord? Donc tout ce qu'on va importer dans le logiciel, ça va apparaître ici. Mais quand je dis importer, ce ne sera pas visible lors de l'export, d'accord? C'est vraiment importer, stocker, pour avoir tous les liens, tous les paramètres. Ici, vous allez avoir du coup la composition, donc ça va être la preview de ce que vous faites dans After Effects. Ici, vous allez avoir tous les paramètres, donc là, la propriété, les effets, qu'on va souvent aller chercher ici, par exemple. Et enfin, en bas, vous allez avoir du coup ce qu'on appelle la timeline, d'accord? Donc pour la timeline, vous allez voir qu'elle va être séparée en deux. Ici, vous allez retrouver tous vos calques, et ici, vous allez avoir du coup le rapport lié au temps. Donc, première chose à faire. Donc ici, vous avez vu, vous avez à chaque fois, attention, des fois, vous avez des onglets dans After Effects. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a un onglet projet et un onglet effet. L'onglet effet, de base, il est vide, parce que forcément, il faut un calque sélectionné et appliquer un effet dessus. D'accord? Donc au tout début, pour créer une nouvelle composition, soit vous pouvez très bien cliquer ici, nouvelle composition, ou bien plus simplement, je vous invite à chaque fois, parce que cette fenêtre-là ne sera pas tout le temps visible, d'accord? Une composition, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe, c'est un plan de travail. Et donc du coup, dans After Effects, on peut avoir plein de plans de travail qui peuvent s'enchaîner, d'accord? Généralement, une composition, ça va être une scène. Généralement, on va venir animer par scène, et après on aura une timeline globale, on va venir regrouper toutes les scènes, d'accord? Donc pour vous créer votre première composition, donc en bas de la fenêtre de projet, vous avez une petite fusée, d'accord? Et juste à côté, vous avez un petit carré avec des ronds rouges, bleus et verts, d'accord? Donc ce petit carré qui est là, et le bouton nouvelle composition, c'est la même chose, ok? Donc là, moi, je vais venir cliquer sur ce petit carré ici, à côté de la fusée, et là, il va m'afficher du coup les paramètres de ma composition. Donc il me demande quelles sont les dimensions. Donc là, on va travailler sur du 1920 par 1080, format 16/9. Il va me demander du coup le nom de ma composition. Donc je vous invite tout le temps à bien les nommer, parce qu'après vous allez avoir comp 1, 2, comp 3, comp 4, ça devient très vite illisible. Donc là, on va l'appeler scène 1. Ensuite, ici, vous avez différents presets. Donc là, vous avez différentes dimensions de vidéo qui peuvent être liées, par exemple, à des contraintes de production. Comme imaginons qu'on vous dise, moi je veux une vidéo pour Instagram qui soit dans un format carré, vous allez avoir du coup un format 1 par 1, social media, portrait, square ici, vous voyez ce que je veux dire? 1080 par 1080. Si vous voulez quelque chose qui est en 4K, vous allez avoir du coup le format 4K qui est précisé ici. D'accord? Vous n'êtes pas... Donc ça, ce sont juste, c'est comme dans Illustrator, Photoshop, qu'on fait un nouveau projet, il nous propose des tailles de dimensions. Vous n'êtes pas obligé de les respecter. D'accord? Imaginons que vous travaillez pour de la scénographie, et vous faites des vidéos qui vont être projetées sur des écrans. Généralement, ça va être des résolutions qui vont être un peu plus différentes. Donc, et également, vous voyez que si par exemple, j'ai toujours accès ici, je peux venir modifier l'échelle et la hauteur de ma précomposition. Ensuite, juste en dessous, donc là moi je vais le remettre en 1920 par 1080. Juste en dessous, vous avez l'aspect que le pixel, enfin, en gros, ça sert jamais à rien, mais si vous voulez des pixels carrés ou des pixels étirés. Ça va être pertinent généralement quand on exporte tous des écrans qui vont être soit plus anciens, soit de la vidéoprojection, soit des trucs, etc. comme ça. Là, en l'occurrence, on va tout le temps laisser en square pixel. Je vous invite à ne pas y toucher. Juste en dessous, vous allez avoir le framerate. Donc le framerate, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'images que vous avez dans une seconde. Donc vous savez que quand généralement on fait du cinéma d'animation, du stop motion, par exemple, ou même du manga, on est sur du 10 frames par seconde. C'est-à-dire qu'on va avoir 10 images toutes les secondes. Sur de la vidéo ici, on va avoir du 30 images par seconde. D'accord? Et généralement aussi, par exemple, quand on va faire des vidéos qui sont ralenties, généralement on aura des vidéos qui auront du 120 jusqu'à 1000 images par seconde. D'accord? Donc ça, c'est juste le nombre d'images qu'il y a par seconde. Ça, on verra après qu'on peut toujours le modifier après, il n'y a pas de problème. Le plus important surtout, c'est de vous assurer que les dimensions de votre précomposition soient correctes. Ensuite, juste en dessous, ici, là, vous avez du coup la durée de votre précomposition. Donc moi, je veux une précomposition qui dure 30 secondes. Donc là, j'ai mis 30 secondes. D'accord? Donc vous avez les heures, les minutes, les secondes et les millièmes de seconde. Ok? Juste au-dessus, vous avez le Start Time Code. Ça, c'est pas important, entre guillemets. C'est surtout, par exemple, c'est... Quand on fait du motion pur, ça va rarement nous servir. D'accord? Mais par exemple, si vous travaillez avec de la vidéo, il se peut que des fois, que vous ayez des vidéos quand elles enregistrent plusieurs rushs. Plutôt de faire première vidéo 1 minute, deuxième vidéo qui va durer encore 1 minute, on aura un timecode global pour tout ce que va filmer la vidéo. Donc je m'explique, si vous enregistrez une première vidéo, ça va faire de 0 à 1. La deuxième vidéo, quand vous arrêtez, que vous la lancez, au lieu de faire de 0 à 1, elle va faire de 1 à 2. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des timecodes qui peuvent être négatifs.
Donc ça, pour l'instant, on n'y touche pas, on le laisse à 0. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la duration, donc la durée de ma séquence. Dans tous les cas, c'est aussi, on peut venir l'ajuster par la suite. Mais c'est toujours mieux d'avoir une séquence plus longue et de la réduire que d'avoir une séquence trop courte et de l'allonger. On verra pourquoi après. Et enfin, ici, vous avez le background color. Donc là, c'est la couleur de fond de votre précomposition. En soi, c'est pas très important, mais parce que ce background color, généralement, n'est pas pris en considération qu'on va venir lancer un export. D'accord? Donc c'est juste, quand on lance Illustrator ou Photoshop, de base, on a la précomposition qui a un fond blanc. Bah, sauf là, de base, on peut venir changer cette couleur de base. Donc là, on va la mettre voilà, en blanc, en gris, tac. Donc vraiment, ce qui est important de base, ça va être les dimensions, et la durée, et le framerate. Vraiment, retenez ça. Une fois que vous avez vos paramètres qui ont été, on peut cliquer sur OK. Et vous voyez qu'automatiquement, du coup, il m'a créé ma composition qui s'appelle scène 1. D'accord? Ici, on voit bien qu'il m'a créé ma scène blanche. On voit bien que les icônes nouvelle composition ont disparu. Et on voit bien maintenant que la timeline, elle est activée. D'accord? Parce que vous voyez qu'il y a un highlight bleu qui s'est posé autour. Et si vous remarquez, maintenant, on a bien le code temporel qui est écrit, qui va de 0 à 30 secondes. OK? Donc là, pour mettre play, ça va être juste espace. Vous voyez que quand j'appuie sur espace, automatiquement, il avance dans le temps. Mais comme je n'ai aucun élément, il ne se passe rien. Comme j'ai dit, une composition, c'est juste un groupe qui va contenir mes éléments. D'accord? Ensuite, maintenant, ici, vous allez avoir tous vos outils. Donc, généralement, c'est globalement les mêmes que vous avez dans Illustrator. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir la flèche de sélection. Ici, vous allez avoir la main, la loupe. Les trois petits outils ici, c'est quand on va faire des calques 3D. D'accord? Donc pour l'instant, vous voyez qu'ils sont grisés parce qu'on ne peut pas les utiliser. Là, vous avez l'outil rotation pour venir tourner une forme. Ici, vous avez l'outil point d'ancrage, shape layer, plume, calque de texte, l'outil pinceau, tampon, la gomme, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on va commencer simplement avec l'outil shape layer, donc le petit carré. Vous voyez que quand je prends un carré, comme dans Illustrator après, quand je vais le tracer, automatiquement, vous voyez que là, j'ai mon élément qui apparaît dans la timeline. Et vous voyez qu'automatiquement, de base, quand je vais venir le tracer, il nous affiche donc mon carré avec son nom et également du coup sa durée. Vous voyez la barre bleue ici? La barre bleue ici, ça veut dire que mon calque sera visible de 0 à 30 secondes. Ok? Mais cette barre bleue justement, elle n'est pas du tout absolue. Rien ne vous empêche de la cliquer et de la déplacer. D'accord? Mais également, rien ne vous empêche aussi de pouvoir venir la réduire. Donc, par exemple, si je la réduis jusqu'à 15 secondes, ça veut dire que de 0 à 15, mon carré sera visible. Et après, vous voyez que là, il disparaît. Parce que, justement, je n'ai plus mon calque qui est activé. OK? Et donc ça, justement, des calques, vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Donc, par exemple, première manipulation à laquelle vous devez faire attention. Vous voyez que là, j'ai mon shape layer, donc mon calque de forme, qui est sélectionné. D'accord? J'ai bien l'outil shape layer qui est sursélectionné. Si je viens tracer une deuxième forme, vous voyez que là, automatiquement, ça s'est ouvert, il me fait rectangle 1, rectangle 2. Ça veut dire que là, maintenant, c'est comme si les deux étaient dans le même groupe. C'est-à-dire que si je sélectionne mon shape layer et que je le déplace, j'ai les deux qui se déplacent en même temps. Donc ça peut être dangereux, entre guillemets. La meilleure pratique que je vous invite à faire, surtout quand vous commencez, c'est tout le temps de bien désélectionner le calque. Et là, maintenant que vous allez tracer un deuxième rectangle, vous voyez qu'on a bien deux calques distincts. Vous voyez que là, maintenant, je peux déplacer le premier, déplacer le deuxième, sans que ça impacte les deux en même temps, d'accord? Donc là, pareil, et après, pour les supprimer, voilà, vous pouvez très bien les sélectionner et cliquer sur effacer, tout simplement. Donc pareil, si vous voulez faire un rond, rien ne vous empêche de venir faire un clic droit sur l'outil rectangle, et là, vous avez rectangle avec les contours arrondis, vous avez l'option de rond, vous avez l'option d'étoile et le polygone, d'accord? Donc imaginez, moi, je vais faire un rond, je prends l'ellipse, et donc, pareil, comme dans Illustrator Photoshop, si je n'ai pas Shift qui est enfoncé, ce n'est pas quelque chose qui est homothétique. D'accord? Donc là, quand j'ai Shift qui est enfoncé, vous voyez que là, il me trace un rond parfait. OK? Donc là, avec Shift, j'ai mon rond. Donc ça, vraiment, c'est la prise en main. Donc à chaque fois, vous allez venir vous créer une forme. D'accord? Et il va automatiquement, quand vous allez la tracer, ça va venir apparaître dans la timeline. À n'importe quel moment, vous pouvez très bien venir réduire cette forme-là. Par exemple, ici, de 0 à 10 secondes, j'ai mon rond. Imaginons que juste après, je veux afficher un carré. Vous voyez que là, en réduisant les deux, là, j'ai le rond, et enfin, j'ai le carré qui apparaît.
Est-ce que jusque-là, ça va en termes de prise en main? Donc vraiment, ce qui est important, c'est tout va vraiment se passer dans la timeline. Et là, vous avez la prévisualisation de ce qui se passe dans votre timeline en fonction du temps. Ensuite, là, pour l'instant, on n'a que les éléments qui sont statiques. D'accord? Donc là, maintenant, imaginons que j'ai envie de faire en sorte que mon rond, par exemple, se déplace, histoire qu'il parte de la gauche de l'écran vers la droite de l'écran. Donc pour ça, vous avez ce qu'on appelle les images clés. Donc pour afficher les images clés, alors, je sais pas, parce que j'ai pas mis mon truc à jour, on en parle. Donc pour afficher les images clés, donc là vous allez avoir du mal à le voir, hélas, je le pense. Mais quand vous ouvrez, vous voyez que devant... Donc là maintenant, j'aimerais que mon rond se déplace de la gauche vers la droite, d'accord? Donc pour ça, juste avant votre shape layer, donc là hélas, vous voyez pas très bien, mais vous avez une petite flèche, d'accord? Cette flèche, on peut l'ouvrir. Et automatiquement, il va venir m'afficher toutes les options liées à mon calque. D'accord? Donc vous voyez qu'immédiatement, quand j'ouvre mon shape layer, je vais avoir deux onglets différents. Donc contenu, le content, c'est-à-dire qui est lié à mon cercle, et des propriétés de transform. Les transforms sont des propriétés qui sont universelles. D'accord? On va voir par la suite que le transform, en fait, on le retrouve sur tous les calques. Ok? Et en fait, le transform, c'est là où on va venir pouvoir définir la position, le point d'ancrage, l'échelle, la rotation et l'opacité de mon calque de forme. Donc imaginons que je veux que mon rond se déplace de la gauche vers la droite. Vous voyez que devant mon mot position, je vais avoir un petit chronomètre, une petite icône, d'accord? Vous voyez que quand je clique dessus, automatiquement elle se met en bleu, et surtout à l'endroit où est placé mon trait bleu. Donc le trait bleu, je pense que vous avez compris, c'est juste mon référentiel temporel, d'accord? Partout où est mon trait bleu, il m'indique où est-ce que je suis dans le temps. Donc là vous voyez qu'il est à 0 secondes, ici vous voyez qu'il est bien à 0 secondes, d'accord? Et vous voyez que quand je vais venir déplacer ce trait bleu, vous voyez qu'ici on a bien le code temporel qui change, d'accord? Donc maintenant, je vais venir placer, comme j'ai fait au début, le trait bleu à 0 secondes, ok? Je suis venu cliquer sur le petit chronomètre devant position, très bien. On voit qu'automatiquement, il a mis un petit losange à 0 secondes. Ça veut dire qu'il a enregistré à 0 secondes cette première position. D'accord? Donc maintenant, après, j'ai plus qu'à déplacer mon référentiel temporel, donc le trait bleu, dans le temps. Par exemple, je le mets à 4 secondes. Et en fait, à partir du moment où vous avez défini votre première image clé, vous pouvez maintenant le déplacer et automatiquement, il va venir mettre à jour sa nouvelle position. D'accord? Tout ce qui compte, c'est que vous mettiez la première image clé. Si vous mettez une première image, donc là par exemple, vous voyez que si je ne mets pas d'image clé, quand je le déplace, il n'enregistre rien. Ok? C'est parce que justement, je dois me placer au début, enregistrer sa première position initiale. Donc en cliquant sur le petit chronomètre devant le mot position, je me déplace dans le temps, et après je peux venir drag and drop mon élément sur sa position d'arrivée. Et maintenant, je peux remettre mon trait bleu au début et appuyer sur espace pour mettre play. Et j'ai bien mon rond qui va venir se déplacer. Et l'idée, c'est que là, on a fait deux images clés, mais rien ne vous empêche, par exemple, d'en mettre une troisième. J'avance dans le temps, une quatrième. Et maintenant, du coup, on aura bien les 4 positions qui vont venir s'enchaîner. Donc la position 1, là, il arrive à la position 2, et ensuite, il va partir à la position 3. D'accord ? Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Ok. Donc vraiment, créer votre shape layer. À chaque fois, juste enregistrer votre valeur que vous voulez animer. Donc là, en l'occurrence, la position. Et après, automatiquement, il va venir vous mettre des images clés. Ouais. C'est-à-dire que si on descale le rond Bien sûr. à la fin, ça va se faire progressivement aussi. Bien sûr, si on met des images clés. Donc là, par exemple, on a mis uniquement des images clés sur la position, mais maintenant que j'aimerais qu'au début, il ait sa taille initiale, et que par exemple, quand il arrive avant la 3e position, qu'il a une échelle de 0, donc là, je peux venir diminuer son échelle, tu vois, pour la mettre à 0, et là maintenant, quand je vais venir remettre play, il part. Pour inscrire, il faut aussi cocher du coup le... C'est ça, juste la première image clé. À partir du moment où tu en as coché une, ouais, et que tu te déplaces dans le temps, il va mettre à jour la 2e. Ah, donc le ouais, scale s'active automatiquement. C'est ça, parce que tu vois, donc là, le scale, quand je joue avec l'échelle, tu vois, il se passe rien. Là. Tu vois, il n'y a pas d'image clé qui est positionnée. Ok. D'accord? Donc là, ça veut dire que je dois juste définir la première. Là, après, je peux me déplacer dans le temps. Oui, pour le scale. Ouais, ça, voilà. Okay. Et pour toutes les valeurs, c'est pareil. Tu vois, là, maintenant, quand je joue avec mon échelle, j'ai bien ma valeur qui s'est mise à jour avec une nouvelle image clé. Et là, maintenant, j'ai bien le changement d'échelle. Et ensuite, ce que vous devez retenir, c'est que
ces images clés-là ne sont pas du tout absolues, d'accord? Donc imaginons que là, moi, je mets play et que je trouve que mon animation est un peu lente. Rien ne vous empêche, par exemple, de venir prendre ce point-là, de le rapprocher du premier. Et là, maintenant, vous voyez que les deux, ça va être beaucoup plus rapide. Et là, pareil, là, vous voyez que j'ai un gros trou au milieu. Donc rien ne m'empêche de faire un carré de sélection et de venir sélectionner plusieurs images clés, les déplacer dans le temps pour venir les rapprocher, par exemple. Donc là, maintenant, j'aurai la même animation, mais qui sera beaucoup plus rapide. Là, il va s'arrêter, comme ça, derrière l'image clé. Et maintenant, ici, on a les images clés d'échelle. Il réduit son échelle. Excuse-moi. Ouais. Comment enregistrer les points? Les points. Alors pour ça, simplement, tu vas juste venir cliquer sur le petit chronomètre ici. D'accord. Donc en fait, là, quand tu ouvres ton calque, tu auras tout le temps transformé qui va apparaître. Quand tu l'ouvres, tu auras tout le temps ces 5 valeurs qui vont tout le temps apparaître. Le point d'ancrage, la position, la rotation, l'échelle et l'opacité. Et en fait, à partir du moment où tu viens, par exemple là, on va faire sur l'opacité. Donc de base, là, mon rond est opaque. Ok ? J'aimerais qu'il se fade avec le temps. Donc là, je vais venir cliquer sur le mot opacité, donc sur le petit chronomètre juste avant. Automatiquement, tu vois, il se met en bleu. Automatiquement, on voit bien qu'il m'a bien mis une image clé à 0 secondes, à l'endroit où est le trait bleu. D'accord ? Et là, ensuite, maintenant, toujours attention à bien déplacer le trait bleu. D'accord ? Pour définir qui va de la frame 0, de la seconde 0 à la seconde 1. Voilà. Et maintenant, ici, je peux venir ensuite jouer avec mon opacité. Et tu verras que dès que je touche à mon chiffre, tu vois que là, j'ai pas d'image clé, par exemple, ici. D'accord ? Où est mon trait bleu. Dès que je vais venir toucher à mon chiffre, le 100, tu vois, automatiquement, il est venu l'enregistrer. Et là, quand je le mets à 0, maintenant, on aura bien mon rond qui est opaque et qui s'efface. Ensuite, donc, alors, là, vous avez du coup à chaque fois toutes les options qui apparaissent ici, d'accord ? Également, depuis la version 2025, donc depuis l'année dernière sur After Effects, ils ont rajouté un nouveau panneau. Comme dans Illustrator Photoshop, vous avez un panneau de propriété. D'accord ? Donc quand je clique sur ce calque, on voit bien, regardez à droite, automatiquement quand je clique sur le calque, vous voyez qu'il y a un panneau qui se met à jour. C'est le panneau de propriété. Et donc dans le panneau de propriété, on va retrouver tous les mêmes paramètres. Vous voyez qu'on retrouve le point d'ancrage, on retrouve la position, l'échelle, avec le petit losange bleu qui est enregistré. On retrouve également d'autres propriétés qui sont liées au tracé, comme par exemple le contour arrondi, la couleur de mon contour par exemple, etc. etc. D'accord ? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé à chaque fois d'ouvrir cet élément-là. Vous pouvez très bien le sélectionner. Et là, en allant à droite, vous voyez que j'ai également les mêmes images clés sur la position, sur l'échelle, etc. Ok ? Donc c'est juste les mêmes propriétés qui sont redondantes entre les deux panneaux. Ok ? Parce qu'ils se sont rendus compte que chaque fois, c'était vite compliqué de tout le temps ouvrir les propriétés. Et donc du coup... non, non, je vais pas vous perdre avec des raccourcis dès maintenant, on va éviter. Parce que généralement, il y a très peu de gens, quand on fait du motion design, on va très rarement ouvrir ça, content, etc. Pour ça, il y a des raccourcis pour afficher des valeurs directement. Donc la position, si j'appuie sur P, vous voyez qu'automatiquement il m'affiche la ligne de position. Si j'appuie sur R pour la rotation, automatiquement il m'affiche rotation. Si j'appuie sur T, il m'affiche l'opacité. C'est T comme transparency en anglais. Si j'affiche l'échelle, donc ça va être S pour scale, d'accord ? Et A pour le point d'ancrage, ça on le verra après. Donc sinon le plus simple à chaque fois, c'est juste d'ouvrir directement. Ça va jusque-là ? Ok. Donc là maintenant, je vais juste venir, hop là, supprimer mes images clés parce que j'aimerais mettre une autre animation. Donc là, si je fais un carré de sélection, je sélectionne toutes mes images clés, et j'appuie sur effacer. Vous voyez que là, mes petits chronomètres bleus, quand j'efface, tout est supprimé. Donc là, c'est-à-dire que quand je remets play, je n'aurai plus d'animation. D'accord ? Donc là maintenant, avant de partir dans les choses trop complexes, j'aimerais juste introduire un peu les lissages de vitesse. Donc c'est ce qu'on a vu avec les 12 principes d'animation. D'accord ? Donc par exemple, là, j'ai mon rond. Il va commencer là, de la gauche et à 3 secondes, il va aller à droite. Donc là, j'ai mon animation. Ok, il se passe de manière complètement linéaire. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc j'aimerais avoir un rond au-dessus, un rond en dessous. D'accord ? Donc là, ce que je peux faire, c'est si je sélectionne mon shape layer, je peux faire CTRL-C, CTRL-V. D'accord ? Et vous voyez qu'automatiquement, il me l'a dupliqué. Si j'appuie sur U,
Non, on va oublier. Donc là, si je ouvre, les propriétés, on voit bien que dans Transform, on a bien la même image clé, comme c'est le même cal qui a été dupliqué. D'accord? Mais rien ne m'empêche, par exemple, de venir prendre ces images clés et les déplacer dans le temps. Comme ça, vous voyez que là, j'ai le premier rond qui s'anime et j'ai le deuxième rond qui s'anime. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est fini. À n'importe quel moment, vous pouvez toujours dupliquer un calque et il va venir dupliquer toutes ces valeurs. Là, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que, par exemple, moi, je veux ce rond qui soit dupliqué, mais surtout que le deuxième rond soit juste en dessous. D'accord? Donc rien ne vous empêche de venir sélectionner les images clés. Vous voyez que quand je les sélectionne automatiquement, il m'affiche le chemin que suit mon rond. D'accord? Et là maintenant, je peux venir du coup les sélectionner et le drag and drop. Comme ça maintenant, j'ai bien les deux ronds qui se déplacent l'un ensuite de l'autre. Ok? Également aussi, vous pouvez très bien prendre uniquement un point de fin. Donc là, j'ai les deux carrés qui sont sélectionnés, pardon. Et imaginons que je sélectionne uniquement le point de fin. Je peux très bien venir le sélectionner, ici, venir faire un drag and drop pour venir réajuster son chemin. Comme ça, là maintenant, vous voyez qu'on a les ronds qui se croisent. Donc n'hésitez pas des fois à venir cliquer sur les valeurs et les réajuster vous-même à la main. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand je mets play, on a bien les deux ronds qui se déplacent en même temps. D'accord? Et en fait, du coup, comme on a vu hier, c'est que si par exemple, moi je commence à marcher, même quand je me lève, généralement je ne vais pas être à la vitesse maximale dès le début. Au début j'étais un peu plus lent, prendre la vitesse, pareil avec le premier pas. Vous voyez, il y a une prise d'élan à chaque fois. Et donc du coup, c'est pareil dans l'animation. Pour avoir de belles animations, généralement on va venir ajuster ce qu'on appelle la courbe de vitesse. D'accord? Donc la courbe de vitesse, quand on commence pour la modifier, si vous sélectionnez vos images clés, qui sont juste là, donc là je fais un carré de sélection, d'accord? Et que vous faites clic droit sur ces mêmes images clés, tout en bas, vous allez avoir keyframe assistant, assistant d'image clé. D'accord? Et là, vous allez avoir du coup ces trois paramètres qui vont être liés au lissage de vitesse. Le lissage de vitesse, du coup, je vais vous le montrer après. Vous voyez, c'est que là, j'ai bien mes deux carrés qui commencent au même moment, mais on voit bien que le carré d'après, vous voyez que là, il commence plus lentement, il prend de la vitesse et il ralentit avant d'arriver. Et ça, justement, c'est les lissages de vitesse. Donc, pour pas trop vous perdre là-dedans, j'ai... Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, donc ça, c'est l'icône d'image clé traditionnelle, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un déplacement linéaire, c'est-à-dire que votre objet va venir se déplacer à une vitesse constante tout le long de l'animation. Ici, vous avez le lissage d'approche. Ça veut dire que quand il va arriver avant sa position finale, il va commencer à ralentir. Lissage d'éloignement, c'est-à-dire qu'il va partir lentement, accélérer. Lissage de vitesse, c'est-à-dire c'est au début, à la fin, il va ralentir, prendre sa vitesse maximum et ralentir avant d'arriver. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Globalement, c'est ça. C'est qu'on pourra avoir du coup tous ces carrés-là se déplacent tout le temps à la même vitesse, mais avec différents lissages de vitesse, on peut avoir différents comportements. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite tout le temps à utiliser. Donc c'est en faisant juste clic droit sur vos éléments. Là, vous avez Keyframe Assistant et vous avez ces trois comportements. On verra plutôt demain comment les complexifier. D'accord? Parce que là, c'est uniquement avec les paramètres de base. Et on verra demain qu'en cliquant sur une icône, on peut arriver justement à cette interface qui nous permet du coup de venir modifier et d'accentuer les lissages de vitesse. Et vous, le Keyframe Assistant? Alors, de base, le Keyframe Assistant, c'est quand tu sélectionnes tes images clés, Okay. Tu fais clic droit dessus, et tout en bas, tu as assistant d'image clé. Et là, tu as les trois options qui sont visibles. Et on verra du coup demain comment l'accentuer. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? Globalement, à chaque fois, ce que vous devez retenir, c'est afficher la petite flèche, afficher les options liées à la transformation, point d'ancrage, position, échelle, enregistrer le petit chronomètre qui va enregistrer du coup votre image clé à l'instant T, vous déplacer dans le temps et mettre la deuxième image clé et ainsi de suite. Donc maintenant, on va voir les calques de texte aussi. Donc les calques de texte, vous voyez qui sont à côté de mes calques de forme, sont juste là. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je fais un clic, automatiquement, j'ai l'outil texte qui apparaît, et là, je peux venir écrire mon texte. Donc là, on va écrire Hello, par exemple. Enfin, à droite, ici, vous allez avoir du coup le panneau de texte. Donc là, vous allez avoir lié à la taille de votre caractère, pouvoir changer la fonte, comme dans Illustrator et Photoshop. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Et les options de paragraphe, voilà, pour la lignée.
Également aussi, dans la fenêtre de droite, si vous scrollez un peu, vous avez un panneau qui s'appelle Alignement, donc Align. Ok. En cliquant dessus, c'est le même panneau que vous avez dans Photoshop, Illustrator ou même InDesign. Et va vous permettre du coup d'aligner directement votre objet au centre de la précomposition. Donc là, j'ai mon texte Hello. Donc, on a vu les images. Donc, pareil, et vous voyez bien que quand j'ouvre ce calque de texte, on retrouve encore le calque de transform avec encore position, point d'ancrage, échelle et rotation. Donc, par exemple, je peux mettre une image clé sur la position. Et une deuxième où là, je vais venir drag and drop mon calque de texte Hello. Et là, maintenant, j'ai bien mon texte qui vient en dehors du champ et qui apparaît. Donc là, c'est la même logique que pour les calques de forme. On va voir que tous les calques contiennent bien, justement, chaque fois, ces propriétés transform. D'accord? Et également, pour parler... Donc là, depuis tout à l'heure, on travaille uniquement avec des éléments qui sont natifs à After Effects. Le calque de forme, le calque de texte, etc. Donc du coup, on n'a pas encore vu comment importer des éléments dans After Effects. Donc par exemple, imaginons que j'ai cette image-là, d'accord? Donc si je fais juste un drag and drop dans la fenêtre de projet, on voit bien que mon élément a été importé, d'accord? Et donc là, après, je peux venir refaire un drag and drop dans la précomposition, et vous voyez que mon élément, automatiquement, il est apparu. Donc là, j'ai mon élément capture d'écran, j'ai mon image. Pareil, je peux venir la déplacer si je le souhaite. Et pareil que pour tous mes calques, si j'ouvre la petite flèche qui est juste avant mon calque que je viens d'importer, on va encore retrouver transform. Et pareil, dans le transform, on va tout le temps retrouver point d'ancrage, position, échelle, rotation, opacité. D'accord? Et pareil, si je veux que mon image se déplace, donc je vais mettre à la frame 0, une première image clé sur la position, j'avance dans le temps, et là je peux venir du coup déplacer mon image, et je vais avoir du coup mon image qui se déplace. Donc à chaque fois, tout le temps, c'est tout le temps la même logique. Est-ce que ça va pour vous? Ok? Et bien entendu, après, là j'ai inventé une image, ça va être pareil également avec une vidéo. Ouais, donc là j'ai une vidéo par exemple. Ouais, elle est un peu relou celle-là. Bureau. Time. 3D. Tac, tac, tac. Donc là voilà, donc là j'ai une vidéo. Vous voyez qu'automatiquement je l'ai importée. Et là cette vidéo-là, je peux venir la drag and drop dans mon élément. Et on voit bien que quand j'apporte une vidéo, vous voyez qu'à chaque fois, tous les calques que j'ai tout le temps apportés, ils vont tout le temps de 0 à 30 secondes. C'est parce que ce sont des... Donc en fait, n'importe quel calque que vous allez créer va tout le temps faire la longueur maximale de votre précomposition. À part une vidéo, forcément une vidéo elle a une durée qui est finie. Là on voit bien que ma vidéo automatiquement elle s'arrête à 8 secondes. Parce que la vidéo que j'ai importée a une durée de 8 secondes. Donc du coup il ne peut pas l'étendre. Là quand je mets play, on verra que du coup il va m'afficher ma vidéo et qu'après du coup à partir des 8 secondes, il va venir cutter. Là vous voyez 10 secondes, là ma vidéo elle disparaît. Parce qu'elle n'est plus visible. D'accord? Et pareil, cette vidéo, elle n'est pas du tout absolue. Rien ne m'empêche, par exemple, de la déplacer dans le temps. Si je veux que les 2 premières secondes, j'ai mon texte Hello et mon image qui apparaissent. Et après, je voudrais qu'ensuite, par exemple, j'ai ma vidéo qui soit visible. Et enfin, du coup, la fin de la vidéo, on va venir récupérer les images. Ensuite, là, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que l'ordre que vous voyez dans la timeline, c'est l'ordre de superposition de vos calques. D'accord? Donc là, par exemple, on voit bien que la vidéo, elle superpose mon image et mon texte. Mais si je la prends et que je la drag and drop sous mes 3 éléments, elle passe en dessous. Ok pour vous? Ouais. En fait, et pour enlever l'arrière-plan de la vidéo? Cette image-là, oui. Alors, comme c'est une vidéo, on verra ça plus tard. Parce que du coup, pour l'enlever, en fait, ce qu'on va faire, c'est de la rotoscopie. D'accord? Allez, en 30 secondes. Et on roule en tous les cas. Donc en fait, là, pour faire de la rotoscopie, comme cette vidéo, tu vois qu'elle n'a pas forcément les mêmes dimensions que ma zone de travail. D'accord? Donc on voit bien que la vidéo ne remplit pas les bords. On voit bien que c'est qu'elle dépasse en dessous, si je dézoome un peu. Là. Oups. View, fit, voilà. Si je dézoome un peu, on voit bien qu'elle dépasse un peu, tu vois. Donc généralement, ce que je vais faire, c'est je vais... Alors,
Alors, avant de parler déjà. Donc là, on est d'accord que depuis tout à l'heure, on travaille dans la composition qui s'appelle scène 1. Ok? Je vous ai dit justement que ces compositions, on peut en avoir autant qu'on le souhaite. Également, comme un Photoshop avec un objet dynamique, on peut avoir un PSB dans un PSB dans un PSB dans un PSB. Vous voyez les fichiers de mockup. Quand vous cliquez sur une image, il vous ouvre une autre image à côté. Et ça, on peut l'avoir à l'infini. C'est la même logique, du coup, dans Illustrator. C'est que si, par exemple, j'aimerais isoler mon image, je peux faire clic droit sur mon image. Et là, j'ai l'option Précompose. D'accord? Ça veut dire enfermer l'élément sélectionné dans une précomposition. Là, quand je fais Précompose, vous voyez qu'il m'affiche le texte. Donc là, je lui dis, on va l'appeler vidéo. Je valide. Et quand je vais rentrer maintenant, vous voyez, alors, on voit pas très bien, vous voyez que là devant ma petite image, j'ai une petite icône d'image, d'accord? Et quand je vais venir faire clic droit précomposer, si vous regardez du coup l'icône, elle a changé, c'est devenu la même icône que ma précomposition, d'accord? Ça veut dire que maintenant c'est devenu un groupe. Donc là je peux rentrer à l'intérieur, et là j'ai ma vidéo qui est isolée, d'accord? Et on voit qu'automatiquement, After Effects a détecté que ma vidéo avait une durée de 8 secondes, alors il a ajusté la durée de la précomposition en fonction de ma vidéo. Ok? Et donc du coup, après, il y a des outils qu'on n'a pas encore vus. Donc là, qu'on va voir très rapidement, ça va être l'outil Rotobrush. Donc quand vous sélectionnez votre vidéo... Non, c'est bon, c'est pas grisé. Donc là, vous avez ici cet outil-là, le petit pinceau avec le petit bonhomme. D'accord? Ça, pour l'instant, ça va pas vous intéresser, je pense que moi, je vous le montre. Quand vous cliquez dessus, de base, il ne se passe rien. C'est parce que dans After Effects, justement, il y a ce qu'on appelle un mode d'isolation. C'est-à-dire que quand je fais un double clic sur mon élément, vous voyez qu'automatiquement, il m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Donc, alors, vous, quand vous allez faire un double clic, ce qu'il va faire, ça va être plutôt ça. Attendez, tac, 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 parce que moi, j'ai tout qui est changé, voilà. Tac, 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 ça, je ferme. Voilà, attendez, on reprend, voilà. Donc là, maintenant, j'ai pris l'outil Rotobrush. L'outil Rotobrush, c'est un outil qui permet du coup d'isoler des éléments sur une vidéo et de les séparer. Donc là, si je fais un double clic sur ma vidéo, automatiquement, vous voyez que là, il y a un nouvel onglet qui est apparu. D'accord? Ça, c'est le mode isolation. Et surtout, si vous remarquez, par exemple, excusez-moi, on rentre dedans, vous voyez que de base, mon curseur... Ah oui, j'ai annulé, c'est pour ça. Clic droit, précompose, vidéo... Je rentre dedans. Vous voyez que de base, quand je prends l'outil Rotobrush, mon curseur a toujours la forme d'une souris. D'accord? Mais quand je vais faire le double clic, vous voyez que là, j'ai uniquement composition, là j'ai les notes. Quand je fais le double clic, vous voyez que mon curseur, du coup, alors, il est où, là? C'est devenu une petite croix. D'accord? Et cette croix-là, justement, c'est pour vous dire que c'est un pinceau. C'est-à-dire que je peux venir peindre sur mon personnage très rapidement, comme cela. Tac. 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 Et automatiquement, du coup, le logiciel, vous voyez qu'il détecte les contours de mon personnage. Donc c'est avec le contour un peu violet qui apparaît. Et quand je me déplace dans le temps, donc là, vous avez deux timelines. Vous avez la timeline de base, et là, vous avez la timeline de votre vidéo. Donc là, uniquement quand vous utilisez l'outil rotoscopie, et que vous vous déplacez dans le temps, après, vous voyez qu'il va venir charger, en fait. Là, c'est l'outil Rotobrush. Et en fait, automatiquement, il va venir détecter les contours de votre image. Donc, ouais, attendez. Voilà. On va pas aller trop vite pour lui. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, quand je me déplace dans le temps, il vient détecter les contours de mon image, en fait. Une fois que vous êtes satisfait de ça, quand vous repassez dans le mode composition de base, vous voyez que là, maintenant, on n'a plus le fond bleu. Il a disparu. Donc là, peut-être, pour vous aider, ici, ça on va en parler après, vous avez l'icône d'amener transparence. Et là, on est venu isoler le fond sur la vidéo. Et vous voyez que si je me déplace dans le temps, ici, on a bien... Alors oui. J'ai pas envie de vous perdre là, du coup, je suis allé très rapidement. Mais vraiment, c'est l'idée. L'idée, c'est que plus on veut avoir quelque chose de précis, vous voyez que là, actuellement, le logiciel n'a chargé que ces images-là. Donc c'est pour ça que quand je suis allé un peu trop dans le temps, il a lagué. Parce qu'en même temps, il doit charger toutes les images. Et ça, dans tous les cas, on le reverra plutôt la deuxième semaine. C'est un peu l'effet fond vert. C'est ça, ouais. Non, l'effet fond vert, c'est autre chose. Ça, c'est l'effet keylight. Là, je présente l'outil Rotobrush parce que l'outil Rotobrush, il est adapté à tout type de rush.
Là, j'ai un fond bleu, j'aurais pu utiliser l'outil Keylight, mais chaque chose en son temps. Là, c'est surtout moi pour finir avec les effets qu'on a en haut, en fait, quoi. Donc ça, c'est l'outil Rotobrush. Dans tous les cas, ça, on le reverra plus tard, parce que je considère qu'il faut déjà avoir un minimum de maîtrise avec le logiciel avant de se lancer là-dedans. Parce qu'il y a d'autres trucs qu'il faut en même temps gérer. Bref. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement avoir ma vidéo. Alors, attendez, je vais enlever l'effet. Tac, tac. Vidéo. Rotobrush. Parce que on va y revenir après, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai ma vidéo. Tac, 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 tac. Donc, du coup... Ah oui, voilà. Donc, moi, ce que je disais, c'est que surtout, là, donc là, on en était avec l'ordre des calques. On est bien d'accord que l'ordre des calques, à n'importe quel moment, vous pouvez très bien repasser la vidéo dessus. Forcément, comme c'est un premier plan, ça va venir cacher tout ce qu'il y a en dessous, et ainsi de suite. Ensuite, là où je voulais en revenir maintenant, c'était juste avec l'animation des calques de texte, parce que ça, je considère que c'est assez important, et également finir avec l'interface. Donc finir avec l'interface, c'est que depuis tout à l'heure, à chaque fois, on clique uniquement sur la petite flèche pour ouvrir les options qui sont liées à mon calque, d'accord ? Juste avant, vous avez un petit œil, donc le petit œil, forcément, c'est pour être pour afficher ou désactiver un calque, d'accord ? Mais également, juste avant, vous avez des cases qui sont vides. La première case, c'est avec le mode isolation. Deuxième case, c'est pour verrouiller un calque. Pourquoi le mode isolation ? Donc là, imaginons, j'ai 3 calques. Vous allez vite vous rendre compte que vous vous retrouvez avec des timelines, on a 50, 100 calques. Et ça peut être bien souvent compliqué de travailler sur un élément bien spécifique. D'accord ? Donc imaginons que là, je vais travailler que sur mon texte, sans pour autant être dérangé par tout ce qui se passe en fond, derrière et tous mes autres éléments animés. On aura le petit mode isolation. Donc je clique sur la première case vide, et vous voyez qu'automatiquement, il ne m'affiche uniquement que ce calque est sélectionné. Comme ça, on peut travailler dessus, faire quelque chose de bien, et réafficher après ensuite les autres éléments. Ok ? Donc là, pourquoi je vous parlais du calque de texte ? Parce qu'on va voir du coup comment animer du texte. Donc on a vu à chaque fois que dans tous mes calques, il y a tout le temps l'option transformer, qui est universelle sur tous mes calques. D'accord ? Vous allez voir que juste au-dessus, vous allez avoir une option qui va être propre au calque de texte. Donc là, en l'occurrence, sur un calque de texte, vous voyez que j'ai un onglet texte. Quand je suis sur un shape layer, vous voyez que là maintenant, j'ai bien un onglet, un onglet content, qui est mon contenu, et un onglet transform. Le transform, c'est ce qu'on a vu, et le content, le contenu, vous voyez, c'est ce qui contient mon shape layer. On va retrouver d'autres paramètres. Par exemple, les paramètres qui vont être liés à la couleur. Donc si j'ouvre le rectangle, si j'ouvre le fil, qui est le remplissage, d'accord, on va avoir fil, opacity, voilà, on va avoir l'onglet color, d'accord, et vous voyez que devant chacune de mes valeurs, tout le temps, un petit chronomètre. C'est-à-dire que je peux mettre une image clé sur la couleur, me déplacer dans le temps, et ici, dans l'onglet fil, je peux changer la couleur. Et là, maintenant, mon calque va passer du rouge vers un bleu nuit, vers un noir. Ok ? Donc, partout où vous voyez un petit chronomètre, ça veut dire que vous pouvez animer la valeur. Vous allez voir, c'est toutes les valeurs qu'on peut animer. Donc là, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était, voilà, donc, que ce soit pour un shape layer, que ce soit pour un calque de forme, on va retrouver tout le temps un onglet qui est propre à la propriété du calque. D'accord ? Là, c'était l'onglet Content. Et vous voyez que pour le calque de texte, on aura l'option texte. Donc, ce que je vais vous montrer avec ça, c'est que quand vous ouvrez l'option texte, on va retrouver l'option source texte. Source texte, c'est votre mot qui est écrit. Donc, par exemple, là, je mets une image clé sur le mot source texte. J'avance dans le temps. Et à la place de hello, on va mettre yo, par exemple. Voilà. Vous voyez que là, maintenant, on passe de hello. Et vous voyez que quand première image clé, deuxième image clé, j'ai mon texte qui change. D'accord ? Et donc là, moi, ce que je voulais vous montrer, quoique, non, ça, on le verra demain, je pense. Voilà, là, c'est surtout pour vous montrer, avant de vous perdre dans des notions un peu trop compliquées. Parce qu'après, ça, on le verra demain, c'est qu'on verra qu'un calque de texte, justement, on peut l'animer de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut choisir de l'animer par caractère. Par exemple, vous voyez que là, je peux venir animer chaque lettre. Vous voyez quand on a les textes qui apparaissent et qui rebondissent, etc. Ça, on verra demain comment le faire. Ça fait trop de notions un peu dès le début, souvent, et tout. Et du coup, là, juste pour finir maintenant, donc ça, on va venir le supprimer. Il nous reste les masques. Donc, on n'a pas encore vu les masques. D'accord ? Donc, imaginons que là, j'ai ma vidéo derrière et je voudrais que je n'ai que la moitié de la vidéo qui soit visible. D'accord ?
Si je prends mon calque de forme, vous voyez, et que j'ai un calque sélectionné, vous voyez mon icône, c'est une petite croix avec une icône de masque qui la suit. D'accord? Si je n'ai aucun calque qui est sélectionné, vous voyez que là, l'icône, on a juste une petite étoile. La petite étoile, ça veut dire qu'il va venir nous tracer un shape layer. D'accord? Et quand vous avez un autre calque qui est sélectionné, là, ça veut dire qu'il va venir vous tracer un masque. Ok? Et juste pour finir, parce que c'est un peu bizarre, là, vous pouvez vous demander, ok, moi j'ai mon carré rouge et j'aimerais pouvoir tracer un masque par-dessus. Et vous voyez que mon icône, elle reste tout le temps en forme d'étoile. Donc là, plutôt que de faire des masques, il va tout le temps tracer des calques de forme. Pour ça, en fait, c'est que juste en haut, ici, vous avez l'option. Ces deux petites icônes. L'icône étoile, c'est pour faire un calque de forme. Et l'icône damier de transparence, avec la petite croix dessus, c'est pour faire un masque. Vous voyez que quand je clique dessus maintenant, et que je viens tracer sur mon carré, là, il me fait un masque, cette fois-ci. D'accord? Donc ça, c'est juste quand vous avez un shape layer qui est sélectionné. Sur tous les autres calques de texte, d'image, peu importe, de base, il va tout le temps vous faire un masque. Ok? C'est juste si vous voulez faire un masque sur un calque, sur un shape layer, pensez à bien cliquer sur cette icône-là. D'accord? Donc ensuite, là on a fait un masque qui est en carré, mais rien ne vous empêche par exemple de cliquer sur l'icône ici, de prendre un rond, et là par exemple, donc là j'ai ma vidéo qui est sélectionnée, et je peux faire des masques en forme de rond. Ok? C'est pas du tout fermé. Ensuite, vous voyez qu'automatiquement, quand j'ai tracé mon masque, j'ai une ligne qui est apparue ici. D'accord? C'est la ligne du masque. Vous voyez que quand j'en fais un deuxième, par exemple, si je reprends l'outil rond, je refais un autre masque, vous voyez que là, j'ai masque 2 qui est apparu. Masque 3, et ainsi de suite, en fait. Et chacun de ces lignes correspond à un de mes tracés. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on va en garder qu'un seul pour l'instant. Et vous allez voir que quand j'ouvre ce masque, on va retrouver des propriétés qui vont être propres au masque. Donc on va avoir en premier temps masque path, donc c'est la forme de mon masque. Donc rien ne m'empêche par exemple de mettre une première image clé sur le tracé de mon masque, d'avancer dans le temps, et là avec la flèche, de venir modifier le tracé du masque par exemple. Et là on verra que ce masque maintenant va venir s'animer. D'accord ? Juste parce que du coup j'ai bien mis des images clés sur le tracé du masque. Ensuite vous allez avoir du coup l'option du contour progressif. Vous voyez, c'est pour avoir un contour progressif sur votre masque. Ensuite vous allez avoir l'opacité du masque. Ah non, ça c'est non, j'avais les deux sélectionnés, pardon. Vous avez l'opacité du masque. Voilà, pour que le masque s'anime en transition. Et surtout vous avez l'expansion. L'expansion du masque, ça va être décalage des contours comme dans Photoshop. Vous voyez que là je peux venir... Il va garder la forme de mon masque, mais il va venir soit l'agrandir, ou soit la réduire. Ça peut être aussi une animation pour animer par exemple un œil qui s'ouvre, des éléments comme ça. Ok ? Mais par contre, vous voyez qu'on n'a pas d'option de transform. C'est-à-dire que mon masque, je peux uniquement l'animer avec le masque path. Et ce masque path, attendez, on va enlever l'image clé dessus, voilà, tac, tac. On va remettre l'expansion à 0, donc là je le reset. Imaginons que je veux déplacer mon masque. Je vais juste mettre une image clé sur le masque path. Faire un double clic. Automatiquement, il m'a sélectionné mon masque. Là, je peux venir le déplacer. Et là, du coup, maintenant, il va venir me l'animer de la position 1 à la position 2. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, par exemple, imaginons que je me crée un petit rond. Ce rond-là, ça va être... Ah oui, on va également... Il y a une propriété que je ne vous ai pas encore présentée. Toujours dans Transform, on n'a pas parlé, c'est le point d'ancrage. Le point d'ancrage, qu'est-ce que c'est? Ça va être la petite croix qui va être placée au centre de votre forme. D'accord? Le point d'ancrage, ça va définir en fait que si par exemple votre forme elle tourne ou elle grandit son échelle, ça va être son centre d'origine. D'accord? Donc si par exemple je prends cet outil-là, qui est l'outil déplacer le point d'ancrage, ok, et que je le déplace par exemple dans un des coins, par exemple ici, donc ce point d'ancrage, il n'est pas obligé, enfin il peut très bien être à l'extérieur de la forme. Vous voyez que là, je suis venu le déplacer ici. D'accord? Ça veut dire que quand maintenant je vais venir animer ma rotation, il va tourner par rapport à ce point en fait. Ok? Donc ce point d'ancrage, après,
toujours, soit vous le placez au centre de la forme, comme ça maintenant quand je fais une rotation, il va venir tourner par rapport à lui, ou si vous voulez faire un système solaire, vous pouvez très bien le placer à l'extérieur, et là maintenant vous avez, du coup vous voyez, son centre d'origine qui a été déplacé. Donc là moi ce que je voulais faire, c'est j'ai ce premier rond. Donc ce premier rond avec dans la fenêtre à droite, on a vu qu'il y avait aligné. Je vais venir pouvoir le centrer rapidement au centre de ma précomposition. D'accord? Ensuite, par-dessus, non, on va faire autre chose. Donc là, en fait, j'aimerais faire un œil. D'accord? Donc là, j'ai mon rond qui va correspondre à peu près, j'ai oublié le nom, mais en gros, tout ce qui est en blanc dans l'œil. Et maintenant, j'aimerais du coup faire tout ce qui est les sourcils, la démarcation. Donc là, je peux très bien prendre la plume, par exemple. La plume, comme c'est un shape layer, vous voyez que là, j'ai une étoile. Donc c'est-à-dire qu'il va venir me tracer un calque. Moi, ce que je veux, c'est un masque. Donc comme tout à l'heure, ici, j'ai l'option masque pour venir changer le comportement de mon tracé. Et maintenant, quand je vais venir tracer sur ma forme, hop là, tac, 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 vous voyez que là, maintenant, ça me fait un masque. Donc après, je peux venir l'ajuster. Et après, justement, ce masque, rien ne m'empêche de venir l'animer pour faire que mon œil vienne cligner, par exemple. Ok? Donc, par contre, là, le problème que j'ai, entre guillemets, c'est que quand je vais venir faire ma pupille, donc qu'on va mettre comme ça, elle n'est pas contrainte. Vous voyez qu'elle va venir dépasser. D'accord? Donc, pour ça, vous avez ce qu'on appelle les caches. Les caches, c'est comme un masque, sauf c'est un calque qui est par-dessus, et on dit au calque d'en dessous, comme dans Photoshop. Vous voyez, quand on indente un calque avec appliquer un cache par rapport au calque, en gros, il va venir récupérer les propriétés du calque qui est au-dessus ou en dessous pour lui dire, bah, tu récupères l'alpha et tu me l'appliques sur le calque en question. Pour ça, ça va être... Ah oui, putain, on a brûlé des étapes. Ouais, on va le voir maintenant. Ça va être la colonne track mat. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il y a bien 3 colonnes. On verra comment les faire apparaître, elles ne sont pas visibles chez vous. Vous avez la colonne des modes, que vous connaissez déjà. La colonne des modes, si vous cliquez dessus, ça va être tous les modes de fusion, qui sont comme dans Photoshop et Illustrator. Le raccourci, parce qu'on est paresseux, ça va être Shift plus et Shift moins. Pourquoi ça? Parce que forcément, moi les modes, je sais jamais lequel est le bon. Ok? Dans Photoshop, si on appuie sur la flèche de haut et du bas, automatiquement il va venir les switcher en fait. Donc là vous voyez qu'on peut venir changer les différents modes, avec les modes de fusion, hue, saturation, etc. Mais le raccourci ça va être Shift plus, Shift moins. Vous voyez que là ça me fait défiler tous les modes en fait directement. Donc là vous avez la colonne des modes ici, ensuite vous avez la colonne des maths, donc ce qu'on appelle des caches, et enfin vous avez la colonne des liens de parenté. D'accord? Donc là moi si je prends la colonne des track maths, vous voyez qu'à chaque fois je peux venir cliquer ici et lui dire bah, tu vas me prendre comme référence le calque 2. Et vous voyez qu'automatiquement mon calque, justement quand je le déplace maintenant, il vient couper la forme d'en dessous. Donc là, ce que je peux faire, c'est juste, vous voyez qu'automatiquement, quand j'appuie sur le reverra demain, dans tous les cas, c'est toujours un peu la notion la plus bizarre, les track maths, les maths et tous les caches. Vous voyez que là, automatiquement, quand j'ai appliqué le track math, il est venu me désactiver mon œil. Donc là, mon œil, je peux venir le réactiver. Et là, maintenant, quand je déplace mon élément, vous voyez que là, mon rond, automatiquement, il se contraint, il est contraint par rapport à l'opacité du calque qui est en dessous. Et ça, justement, c'est dynamique. C'est que si, par exemple, je reprends mon calque, et que je modifie le masque, comme on peut le voir ici, là le petit point, vous voyez qu'automatiquement, si le masque lui change, automatiquement, forcément son référentiel s'adapte. Donc c'est comme ça qu'on peut venir animer un œil, par exemple. Là, si je le fais rapidement, donc là dans Mask Path, on va mettre une image clé. On va avancer dans le temps, un tout petit peu. On va mettre une deuxième image clé pour faire en sorte que mon œil se ferme. On avance dans le temps. Et là, rien ne m'empêche de prendre la première image clé, de faire CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, je suis venu récupérer la position initiale. Comme ça, j'ai bien, vous voyez, l'œil qui vient venir clignoter. OK. Et après, par-dessus, également, rien ne m'empêche de reprendre du coup le rond qui correspond à ma pupille, de lui mettre une image clé sur la position. Donc la position, j'avance dans le temps. Et là, maintenant, je peux venir l'animer, comme cela.
Tac. 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 Et maintenant, quand je vais remettre play, donc ça allait un peu vite, vous voyez que j'ai bien mon œil qui se déplace, qui est contraint par rapport à son masque en fait. Et donc du coup, dans After Effects, ça va être vraiment ça, c'est qu'on n'aura jamais généralement un seul calque sur lequel il y aura tous les effets. C'est généralement, c'est tous ces calques qui vont commencer à communiquer entre eux, dialoguer entre eux, pour avoir un résultat final. Donc là, surtout, moi, ouais. Je me demandais, c'est possible ou pas de. Ce que j'ai vu, vous avez aussi utilisé une vidéo. Ouais. Je me demandais, est-ce qu'il y a des moyens d'importation entre, par exemple, Animate 2D et After Effects? Oui, complètement. Tu peux importer, en fait, il va importer une séquence depuis Animate. Donc on peut Complètement, ouais. importer une séquence, ensuite justement jouer avec les masques pour. Complètement, ouais. Ok. Complètement. Ça, on le verra après, plutôt dans les exports un peu plus techniques et tout. Ok. Bah, ça, on le verra après pour. Non, c'est pas précisé, je crois. On vous demande pas de faire un animatique dans le. Non, c'est pas écrit, ok. Mais on en fera quand même, hein, pour le fun et tout. Enfin, vous allez voir l'animatique. En gros, un animatique, qu'est-ce que c'est? Et on va s'arrêter là-dessus. C'est vous allez prendre toutes les cases de votre storyboard. On va voir Kali quand même. Sur l'animatique, ça se fait dans. À partir du moment où on fait de l'animation, on aura forcément un animatique. Donc là, ça. Voilà, tiens, c'est parfait ça. Donc en fait, l'animatique, c'est que vous allez prendre toutes les cases de votre storyboard, les mettre dans votre timeline, soit dans Premiere ou dans After Effects, et vous assurer en fait que la durée des plans est bonne en fait, tout simplement. Et ce que je veux dire, c'est vous donner l'impression que c'est animé, surtout avec les pauses les plus importantes. Donc là, vous voyez, au-dessus, c'est le storyboard. Ils les ont mis dans leur timeline. Ils ont dit dans le storyboard, c'est écrit que ce plan-là va durer 3 secondes. Alors je l'affiche 3 secondes. Plan suivant, enfin case suivante, 4 secondes, etc., etc. Et ça peut également vous donner, comme tout à l'heure on parlait de documents qu'on va venir transmettre à tous les différents pôles. Ça, c'est un document qu'on peut envoyer du coup à l'équipe de sound design. Ça peut déjà leur aider à définir les différents plans et le timing dans la scène, en fait, par exemple. Et donc vous voyez l'animatique, en fait, c'est juste le fait de mettre les cases dans votre storyboard, dans la timeline, à la suite des autres, en fait, tout simplement. Voilà, c'est comme ça, on verra juste l'import et comment mettre ça. Vous allez voir, ça se fait en 30 secondes. Il y a un truc L'animatique, c'est ce qui est au-dessus ou... C'est ce qui est au-dessus, ouais. Ça, c'est le résultat final, ouais. Et ça se fait par exemple. Non, je suis pas connecté. Putain, merde. Je représenterai Drôle demain. Normalement, l'animatique, il peut être plus fluide que ça. Ah oui, complètement. Tout dépend le nombre d'images que tu as en fait. Mais généralement, l'animatique, c'est autant le faire le plus rough possible. Parce que si le client il a des corrections, plus il y a d'images, plus ça dit du temps de travail. Mais ça se fait sur Animate 2D. Ah non, tu peux le faire sur ce que tu veux. Ok, d'accord. Sur ce que tu veux. Sur Animate 2D, entre deux frames. Il fait l'interpolation, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, voilà. Mais généralement, évite parce qu'une interpolation peut donner une impression de station de vitesse et ça peut donner une fausse idée en fait. Généralement, on aura des plans fixes. Ouais, pour gérer les timings. C'est ça, exactement, ouais. Après, vous avez différents types d'animatiques aussi. Hein. Par exemple, là, vous avez, pour je sais pas si il y en a qui ont vu Flow, le film d'animation qui est sorti, film d'animation français, meilleur film d'animation qui a été récompensé aux Oscars exactement ouais, en début d'année, fait entièrement sur Blender par une équipe de 15 personnes. Et bah, par exemple, là, vous voyez l'animatique. Donc là, avant le résultat final, et ici pour l'animatique, vous voyez. Alors, pourquoi ça lag? Attends, je fais... Bon, chez moi, c'est fluide, mais on va actualiser. Ok. Ok, on a du lag là. Ok, bon, sur mon écran, c'est fluide. Et bon, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est qu'on voit bien ici que le chat, il n'est pas forcément animé. Il se déplace, il glisse sur le sol directement. Vous voyez, enfin, on voit pas très bien les animations. Donc, vous voyez que là, vous voyez qu'il a toujours la même pose en fait. Ça veut dire que là, ils ont fait l'animatique, avant même d'animer les déplacements, les sauts du chat, comme dans une scène 3D, il faut déjà fixer la caméra. Si vous animez le personnage sans avoir la caméra qui définit le cadre, le rythme et la vitesse, vous allez revoir tout le temps corriger l'animation. En fait, c'est comme si c'était un workflow, c'est que si vous tout le temps ajustez l'un en fonction de l'autre, vous avancez jamais en fait. Parce que vous allez tout le temps venir réajuster la caméra en fonction du personnage, caméra, personnage, caméra, etc. Donc du coup, ils vont venir fixer, entre guillemets, la caméra, la composition du plan, définir la position de vos éléments, etc. Le faire vraiment avec juste un élément. En fait, là, vous voyez, vous avez vu, hein. Là, il glisse, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de cycle de marche, il n'y a rien.
tout le temps la même pose en fait. Et ça, du coup, c'est un animatique à se faire en 3D. Et ça, on va le retrouver dans... Ça, c'est des références, ça n'a rien à voir après. Donc, du coup, l'animatique, surtout, il définit un rythme. Il définit aussi une tendance, le motion, le déplacement, qu'est-ce qu'il y aura animé, etc. L'animatique, simplement, c'est juste vos éléments dans une timeline pour se rendre compte de la durée, tout simplement. C'est un storyboard animé, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Je crois que 3 secondes d'animation comme ça avec les chiens derrière, c'est pas genre 4 heures de travail. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ça dépend des gens. Moi, je pense que ça aurait été plus proche de 10 heures pour moi, par exemple. Et il y a des gens pour qui ça va être 30 minutes parce que... Enfin, c'est... Carrément, 3 secondes avec... Bah, en fait, tout dépend. Parce qu'après, c'est généralement, comme là, on parle d'animation 3D, tu auras des corps de métier. Tu auras des gens qui vont être spécialisés, du coup. Ouais, les animateurs. Exactement. Et voilà. Et donc, du coup, pour eux, ça va être beaucoup plus spontané, en fait, et tout, de le faire. Alors que moi, je me considère plus comme un généraliste. Je vais avoir la flemme d'animer ça, tu vois. Ouais. C'est... Après, aussi, voilà, faut aussi savoir choisir sa bataille, en fait, quoi. Tout dépend aussi des salles du projet. Si vous avez une deadline qui est assez courte, vraiment concentrez-vous sur le plus important. Et après, si vous avez du temps, venez réajuster en rajoutant de l'animation secondaire, le plus d'éléments. Si vous êtes YOLO, que vous avez toute l'année, faites-vous plaisir après, quoi. Mais l'idée, c'est tout le temps bien savoir qu'est-ce qu'on veut animer et quel est le cœur de mon animation. C'est pour ça que généralement, on appelle les beauty shots, c'est qu'on va avoir peut-être une animation qui va durer 30 secondes, 1 minute, mais il y aura un plan qui va durer 5 secondes, où on voit que la personne aura passé beaucoup plus de temps que les autres plans, en fait, quoi. Donc ça aussi, c'est savoir sur quoi on veut se focaliser, sur quoi on veut mettre l'accent, etc., quoi. Et dans tous les cas, parce que, juste pour finir, donc je sais pas si ça va encore laguer, parce que je pense qu'il y a quelques petites choses qu'il faut démystifier avant, c'est que la plupart des films d'animation, que ce soit les animateurs ou même, par exemple, on va commencer avec la 3D, mais généralement, l'animateur va tout le temps s'animer dans un premier temps, et ensuite, par-dessus sa vidéo, il va venir animer le personnage. Donc elle, c'est l'animatrice qui a animé Peter Parker dans le film, également Morales et tout. Et en fait, après, du coup, elle se servit de sa vidéo dans laquelle elle s'est enregistrée comme référence pour animer les expressions de son personnage. Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quelque chose qui existe depuis les débuts de l'animation. Et on va s'arrêter là-dessus. Mais je sais pas pourquoi ça... Attends, je vais relancer le